ça. Alors, on va essayer de parler un petit peu de cette structure. Alors, j'ai balancé ce matin une vidéo YouTube. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais globalement, c'est vraiment ça. On est vraiment. Alors, déjà, les questions qu'on va se poser, parce qu'on va poser le décor comme d'habitude. Sommes-nous, par exemple, toujours sur une tendance baissière ou sommes-nous de nouveau sur une tendance haussière? Il faut répondre à cette question. Déjà, il faut poser le décor, tu vois, parce que ça va nous permettre comme ça d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, sommes-nous toujours sur une tendance baissière? Bah, mille fois oui, pour le moment, hein, jusqu'à preuve du contraire. On a des signaux qui vont toujours dans ce sens-là. Et pour ça, je vais devoir aborder les moyennes mobiles qui sont quand même le meilleur indicateur aujourd'hui qui nous permettent de définir ce qu'est une tendance en fait réellement. Donc une tendance c'est quoi? C'est des sommets. Alors je vais faire des petits ronds, ce sera beaucoup plus joli. C'est des sommets descendants. Ça c'est une tendance baissière. Voilà, ça c'est une tendance baissière. Et puis c'est hop, des sommets qui sont descendants. Et des creux également qui sont descendants comme ça. Donc là, on a toujours des creux qui sont descendants. Ici, on a eu une espèce de petit bear flag. Et là, on est en train de travailler cette structure au contact de la moyenne mobile. En général, on aime beaucoup retrouver la moyenne mobile. Pourquoi? Elle sert vraiment de résistance. Il y a vraiment un écart entre le prix et la moyenne mobile qui vient toujours se faire arbitrer sur les marchés parce que c'est toujours très intéressant. En tout cas, les algorithmes ont l'air de fonctionner comme ça. Je le vois vraiment tous les jours. D'ailleurs, on le voit. Hein. Dès qu'on est passé dessous, on est revenu chercher la moyenne mobile. On repasse dessous, on essaie de revenir chercher, on se fait rejeter. Et là, c'est pareil. Donc, nous sommes ici sur un niveau critique. Je dirais la première grosse résistance. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu que globalement, alors je vais essayer d'enlever ça, on va faire quelque chose de propre pour que vous ayez vraiment les niveaux. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment venu chercher sous les liquidités qui étaient là. Alors hop, je vais tracer la résistance qui se situe là. On voit vraiment que ce niveau-là, pour l'instant, est défendu au niveau de la moyenne mobile, autour des 94 579 dollars. Donc concrètement, tant qu'on évolue sous cette moyenne mobile, la logique suivante, c'est qu'on continue en fait à venir chercher des creux de plus en plus profonds. Mais ce que je vois également, c'est que sur ces niveaux de prix, en règle générale, quand on vient chercher sous des liquidations, sous des poches de liquidité qui sont quand même importantes, donc ici on était vraiment venu nettoyer tout ce qu'il y avait, en général on n'est pas très très loin, surtout qu'on a eu une baisse de quasiment 36%, enfin quelque chose, j'essaie de vous donner ça, mais la baisse était quand même importante ici, on a eu une correction de 36%. Alors là, je contextualise. Après, on rentrera dans le détail et je réponds à toutes vos questions. Mais l'idée, c'est déjà de vous poser un petit peu l'environnement. Oui, nous sommes sur une tendance baissière. La moyenne mobile sert de résistance. Tant qu'on est sous la moyenne mobile, il n'y a absolument rien d'haussier ici. C'est un simple retest, un simple arbitrage. Et ensuite, on va regarder un petit peu dans le détail ce que j'anticipe moi dans les prochaines semaines et les prochains jours. Parce que ici, j'ai tendance à être plutôt optimiste en fait pour les prochaines semaines, prochains mois. Ce qui va nous intéresser, moi personnellement maintenant, après on va rentrer dans le détail, je vais passer en H4 pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au sein de cette pattern. Moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est quid de ce qui va se passer si on revient en fait chercher tous les mecs qui ont posé des longues ici. Parce qu'en général, pour vraiment, là c'est de la psychologie de marché, pour vraiment retourner une dynamique sérieusement, c'est-à-dire pour vraiment retourner une vraie dynamique et repartir sur quelque chose de très haussier, en général on épuise vraiment les acheteurs. C'est-à-dire que tu as des mecs ici, quand on a eu le bottom ici, tu as des types qui sont rentrés en levier. D'accord? Il y a même des mecs qui sont rentrés en levier par ici. L'idée, c'est que juste avant de repartir sur une tendance haussière, et je vous trouverai des analogies, on vient en général épuiser tous les mecs qui rentrent systématiquement. Et c'est principalement quand on n'aura plus personne qui voudront, quand on n'aura absolument plus de liquidité en bas, quand les mecs ne voudront absolument plus passer à l'achat, c'est précisément là qu'on aura un run assez fort. Et donc, les structures qu'on voit là sont des structures qui sont classiques. C'est très très rare d'avoir, ça existe, mais une correction comme ça, on vient chercher un V et on ravale tout comme ça, c'est des phénomènes qui sont extrêmement rares. En règle générale, on a tendance à corriger comme ça, on vient trouver un bottom, on commence à reconsolider, puis en général, on revient tester le bottom. Hop, tout de suite, on a une absorption comme ça. On essaie de remonter un petit peu. On revient chercher une troisième fois. Là, vous savez que trois fois en général, les probabilités qu'on ait quelque chose de très haussier derrière, c'est vraiment important. Enfin, c'est des statistiques qui sont vraiment excellentes. Et là, en général, on a quelque chose qui va très très vite comme ça. Hop, et vous voyez, vous reconnaissez la structure de retournement. Alors certains vous diront, oui, ça c'est le spring, c'est Wyckoff, etc. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment des chasses. C'est vraiment des liquidités qui sont absorbées comme ça. On vient sortir tous les mecs qui achètent. Et ensuite, on a une structure de retournement qui ressemble à ça. Et donc là, vous regardez ce qu'on a, on n'a absolument pas encore ce type de structure. Salut Anthony, salut Loïc. Ça y est, vous débarquez tous. Vous êtes tous en retard, les gars. C'est quoi ce bordel? Une minute. Bon, je vous l'accorde. Il est 17h01, je crois, pour vous. Ça va, Anthony? Ça va, Loïc?
Petit topo en gros sur BTC. Euh, je parcours cette vidéo pour essayer de vous expliquer déjà sur le long terme comment vous devez traduire l'information. Est-ce qu'on est sur une tendance baissière? Est-ce qu'on est sur une tendance haussière? Première chose. Oui, nous sommes toujours sur une tendance baissière parce que, on évolue toujours sous la moyenne mobile et on se fait rejeter précisément sur le premier niveau important. Mais après, je vais détailler et vous verrez que je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Mais pour l'instant, ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours pas une dynamique haussière, même si les choses commencent à prendre forme. Et pour avoir une dynamique haussière, il faut vraiment en fait qu'on aille en règle générale. Statistiquement, c'est ce que je vois le plus souvent. On vient d'abord chercher les mecs qui sont positionnés sous les mèches. Et hyper important, c'est précisément sur ces niveaux-là. Je vous ai dit que moi je rentrerai en swing. Je vous le dirai, hein, mais c'est précisément ces niveaux-là qui m'intéressent parce que pour vraiment avoir une vraie remontada, en général, on se fait rejeter par la moyenne mobile. On revient chercher les mecs qui sont là. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est des setups en daily qui se présentent pas souvent, hein. Vraiment pas souvent. Donc quand vous les avez, en général, il faut pas trop hésiter parce que les statistiques et les probas sont de notre côté. Mais en général, on vient faire un creux descendant comme ça, alors qu'on vient d'épuiser absolument tous les acheteurs qui étaient là. Et sur le RSI, on vient chercher notre divergence haussière. C'est-à-dire que hop, on a le RSI. Alors vous pouvez prendre une capture de l'écran, mais il y a de grandes chances qu'on puisse voir ça. Mais vous avez derrière le RSI qui vient faire ça, et on a notre premier signal haussier, c'est-à-dire une divergence haussière en daily, sous des poches de liquidité, sous des creux. Ça, c'est vraiment des bons setups. Alors, des fois, on peut même revenir une troisième fois, mais vous pouvez tenir votre position. Tout va dépendre en fait de la réaction qu'on va avoir sur les niveaux de prix si on revient chercher les niveaux qui sont là. Si on les revient, moi, je prends un swing sur ces zones de prix autour des 80 000 $. Je m'attends à ce que ça puisse être défendu. Si c'est pas défendu, ce sera quand même pas bon signe, tu vois. Mais je m'attends quand même à ce qu'on ait un rebond. Alors pourquoi je m'attends à ce type de structure? Alors bien sûr, je vous dis pas qu'on va revenir là, mais c'est très souvent ce qu'on fait, hein, d'accord? Donc je préfère vous y préparer, que vous ne soyez pas surpris si toutefois on enfonce un petit peu. On n'est pas obligé d'aller aussi bas, hein. Si on regarde la carte des liquidités, alors je vais essayer de mettre ça en 3 mois. On va regarder un petit peu là où ça s'épaissit. Puis après, je vous dirai pourquoi j'ai tendance à être très haussier. On le voit comme c'est très épais au-dessus. Vous voyez, on a des poches de liquidité là, qui commencent à s'accumuler autour des 87 000. On a des poches aussi qui se situent vers les 82 000. Dessous, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Parce que moi, c'est cette zone qui m'intéresse. Plus on retrace profondément, et plus ce sera intéressant en fait pour moi de rentrer. Mais là, il n'y a pas grand-chose, hein, quand même. On a bien épuisé, hein. Vous voyez, on a des liquidités autour des 87 000 et on a des liquidités autour des 82 000. Alors, pourquoi je vous parle de tout le temps des liquidités comme ça? Vous vous dites, mais ouais, bon, pourquoi on reviendrait là? En fait, les marchés sont vraiment efficients. C'est-à-dire que, je le remarque, hein, ils vont tout le temps plus court. Ils font toujours les choses de manière... Enfin, les marchés, je l'ai déjà dit, hein, moi, ça, avec l'expérience, j'ai l'impression que les marchés ont une utilité principale, c'est d'exécuter le plus de liquidités. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, c'est ce que je vois tous les matins. C'est-à-dire qu'ils ont une efficience particulière pour aller au plus rapide, pour exécuter le plus de transactions et donc, au passage, sortir le maximum de personnes. Et donc, en général, eh bien, le chemin le plus court avant d'aller chercher toutes les zones qui se situent là, c'est d'aller chercher tout ce qui se situe en bas. Parce qu'après, une fois qu'on les aura faites, en fait, derrière, on ira chercher absolument tout ce qui se situe en haut. Et donc, en général, se faire rejeter et aller travailler les bas comme ça sur des intervalles de temps assez longs, c'est pas quelque chose de... Comment dire? C'est pas des signaux qui sont particulièrement baissiers. Au contraire, je préférerais d'ailleurs qu'on vienne chercher tous les mecs qui sont en bas pour ensuite venir chercher tous les hauts. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et donc souvent, tu vois, en plus, c'est souvent la psychologie. On voit le cours qui commence à remonter, les mecs commencent à reprendre des longues, on les voit, ils se positionnent là, allez, on revient les sortir. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose de mécanique comme ça. Donc comprenez bien qu'ici, oui, si on regarde les intervalles long terme, oui, on est toujours sur une tendance baissière. Mais est-ce que je suis pessimiste pour autant? J'ai pas changé d'avis. Je pense que les mecs ont vraiment... comment te dire? Les mecs, s'ils veulent nous ramener ça un petit peu plus haut, ils peuvent le faire sans problème. En weekly, on a des niveaux à venir chercher autour des 100 000 $. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir. Mais ça sera probablement avec des chasses qui se feront sous support. On est vraiment en train de travailler une zone ici en daily. Si tu enlèves tout, là, si j'enlève tout, et que tu regardes simplement la structure, tu vois bien qu'ici, on est sur un rebond. On n'a absolument aucune structure de retournement ou quoi que ce soit. Si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé lors des dernières corrections, là, par exemple, tu prends celle-ci. Donc là, j'essaie de faire un peu de pédagogie pour vous expliquer un peu la chose. On voit qu'ici, on a eu un retassement de 30%. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit qu'on a cassé le support. On est venu chercher sous le support. On est venu combler le gap. On est revenu chercher la moyenne mobile. On est revenu chercher les liquidités. On est revenu chercher la moyenne mobile. On est revenu chercher les liquidités. Et ensuite, on a eu un run. C'est très souvent comme ça, en fait.
Vous avez rarement, hop, la cassure de la moyenne mobile, la cassure du support, et puis hop, on récupère ça de suite. C'est extrêmement rare en général sur des grands intervalles de temps comme ça. Donc je pense qu'on est plutôt ici en train d'essayer de construire une pattern long terme qui va probablement se faire entre, bah, on le voit bien, hein, entre la zone de prix qui se situe proche de la moyenne mobile autour des 94 000 et la zone de prix qui se situe autour des 80 000 dollars. On peut même venir chercher un tout petit peu plus bas, c'est-à-dire autour des 74 000 dollars si vraiment on veut descendre un peu plus profondément. Toutes les questions sont bonnes à prendre, c'est le but des lives, hein. Vous savez, donc si vous avez des questions, même sur ce que je suis en train de vous montrer là, posez-les. C'est vraiment s'il y a des choses, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous avez un avis qui est divergent et tout, dites-le quoi. J'ai pris un mini TP à 80, ok, juste pour récupérer des. C'est un bon à 94 500, tu me dis. Bah, si tu l'as fait au bon endroit, hein. C'est-à-dire le pullback sur la moyenne mobile, c'est le meilleur endroit pour le faire, hein. Si tu étais en swing ou ce genre de truc, hein, ou même en spot, hein, le premier pullback sur moyenne mobile en daily, c'est quand même une bonne zone pour le faire. Donc tant mieux, c'est bien, mais pense, si on revient chercher cette zone de prix et que tu vois du rebond, je te dis pas de le faire et je te donnerai pas de conseils là, c'est pas inintéressant. Si ici on a du rebond, je te dis c'est vraiment pas inintéressant. Je lis les commentaires, hein. Pixel, que penses-tu de la future décision de la Cour pénale pour les droits de douane? Cela risque de faire mal au BTC. Alors je crois que c'était quoi c'était quoi? C'était parce que la décision de Trump d'imposer des tarifs douaniers au monde entier serait frauduleuse et donc il faudrait qu'il indemnise des pays. Je crois que c'était ça, la Cour pénale. C'est pas forcément très très bon pour les marchés, ça c'est très clair. Et donc ça pourrait secouer. Sur BTC, c'est dit. BTC, il suit quand même assez naturellement, je trouve, les indices à risque. Je trouve, hein. Mais en vrai, il n'est pas concerné. Qu'est-ce qui s'en tape Bitcoin des droits de douane? Quand tu regardes vraiment, Bitcoin, c'est pas un actif qui passe les frontières. Il est de partout dans le monde. Il est pas vraiment concerné. Tu vois? Donc, oui, il sera impacté par ce type de truc parce qu'il suit quand même la macroéconomie. Il suit d'ailleurs plutôt la politique monétaire plutôt que la macroéconomie ou plutôt les fondamentaux. Tu vois, les news diverses dans le monde. Techniquement, Bitcoin pas censé réagir de trop. Il va plutôt réagir à la politique monétaire, puisque lui, ce qui va faire que son prix prend de la valeur, c'est les gens qui vont l'acheter, c'est l'offre et la demande, et probablement ça se fait par la politique monétaire, l'impression monétaire. Les droits de douane, je suis pas sûr. Oui, ça peut l'impacter forcément un petit peu, mais globalement, on verra. Je pense qu'il va réagir un petit peu comme tous les marchés, si tu veux. C'est quand qu'on a la décision sur la Cour pénale? T'as une idée de ça? Parce que j'ai pas suivi cette histoire-là, mais je sais que ça peut être important. Et moi, je suis un trader très court terme. Donc le matin, ma session, elle dure une demi-heure. Donc, tu sais, une fois que je ferme le PC, ça me va bien, justement, de pas avoir des positions très très longues. Les swings, je les prends essentiellement sur les crypto-monnaies. Voilà. Début janvier. Ah ouais, d'accord, intéressant, ok. Ok, à noter. Très intéressant. Faudrait que je me renseigne sur ça. Ça pourrait être des journées qui seraient volatiles. On aura peut-être même une date au passage. Donc voilà où nous en sommes maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire? On est venu chercher des zones daily DCA, souvent des points extrêmement intéressants sur du long terme. Ici, premier pullback sur la moyenne mobile. Donc on est en train de tester cette tendance baissière pour l'instant. Tant qu'on évolue sous la moyenne mobile, les gars, c'est baissier, ok? Ça ne veut pas dire que j'ai de la conviction sur les niveaux qui se situent plus bas. Je pense toujours qu'ici, on est en train d'essayer de construire ce type de pattern et qu'un retour autour des 100 000 ou voire plus est quelque chose de possible dans les prochains jours. D'ailleurs, au passage, si on regarde le weekly, alors si on regarde la charte en weekly, hop, je vais virer ça, vous allez voir. Le marché a horreur du vide. Si on revient par exemple chercher les lots qui se situent là et qu'on vient travailler la zone qui se situe là, on a quand même, si vous regardez la charte telle qu'elle est, on a un énorme vide ici. Il n'y a pas un monde où on n'a pas du travail dans cette zone-là. Je vois pas le marché faire ça, quoi. Enfin, des gueules comme ça sans jamais revenir, ce serait trop bizarre. Ce serait vraiment trop bizarre. Moi, je pense qu'il y a davantage de boulot à venir. Je pense que les probabilités qu'on revienne chercher ces niveaux-là pour les travailler sont quand même. On peut faire ça. Alors attendez, on peut le faire, hein. Mais quand même, à minima, revenir les 100 000 me paraît être un objectif. Là, vous voyez, la moyenne mobile long terme sur le niveau qu'on a perdu ici me paraît vraiment, je pense pas me mouiller la moyenne, l'EMA, EMA, moyenne mobile.
Je t'en parle juste après si tu veux, Shaniv. Donc, d'ailleurs, on voit qu'il y a une compression. On voit vraiment qu'il y a du job ici. On voit vraiment qu'on est en train de compresser entre ces deux bornes. Il est très clair qu'ici, on a eu des chasses qui se sont faites. On va probablement bosser ça. Mais honnêtement, qu'on revienne chercher les bas, il y aura tellement de peur et de trucs comme ça. J'aurais du mal à pas les acheter, hein. Et je pense vraiment que revenir chercher la zone qui se situe là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. On peut vraiment surprendre tout le monde. Vraiment, le niveau qu'on a perdu là, la résistance et le support qui se situe là, je vois pas pourquoi on reviendrait pas les chercher en fait. Vraiment, vraiment, il y a tout là. On revient, même en weekly, on commence à revenir chercher des zones de survente et tout. C'est incroyable. Les zones de survente en weekly, au passage, sur les 2 derniers cycles, en fait, c'était littéralement des bottoms, hein. Sachez-le, hein. Donc, quand on se situe vraiment dans ces zones de prix, c'est quand même sur du très long terme, c'est quand même pas dégueu, hein. Donc ouais, je maintiens, et on verra, hein, si l'avenir me donne raison, je maintiens qu'ici on essaie de construire quelque chose. Je pense qu'on n'est pas encore mûr pour le faire, mais une fois qu'on aura le reverse et qu'on aura épuisé tout le monde, revenir chercher les niveaux un petit peu plus haut, je pense que c'est quelque chose qu'on peut revenir voir dans les prochaines semaines. Alors, fin décembre, je sais pas, début janvier, tu vois, je sais pas, mais c'est quelque chose, c'est des convictions que j'ai. Je serais très surpris qu'on casse le support comme ça, sans même revenir chercher le niveau qu'on a perdu. Vraiment, parce que c'est des choses que je vois très régulièrement. Très régulièrement. Vous savez, c'est scalping, je vois des patterns comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que des fois, j'arrive à vous dire, tiens, là, c'est pas mal. Vraiment, c'est des patterns. Et ça, la divergence qu'on commence à print ici en daily, avec le cours qui revient chercher plus bas, mais je vous le dis, moi, vous voulez savoir la stratégie que je prends en swing, c'est celle-ci. C'est la double divergence en RSI, chasse sous support, etc. Et c'est ça que je prends en swing. Voilà. Non, bah non, 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 pour l'instant ça va. On est peut-être en train de casser le petit boule. Alors là, pareil, c'est ces structures qui sont. Hop, on va enlever les. Alors attendez, je vais essayer de mettre la deuxième pour voir ce que ça nous donne. Ok. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe là. Oui, clairement, là, ça s'est baissier. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Je vais essayer de vous tracer les trends. Donc ça, en général, sur les premiers rebonds qui précèdent, sur les premiers rebonds qui succèdent, donc qui se passent après une grosse correction, en général, c'est ce qu'on appelle des bear flags. C'est des drapeaux, c'est ces espèces de drapeaux qui sont baissiers en fait. C'est-à-dire qu'on vient chercher un niveau de prix, on commence à essayer de travailler, parce que normal, vous avez c'est normal d'avoir des rebonds, ce genre de choses, tu vois. Très souvent, on revient chercher le bas d'une trend. Ensuite, hop, on fait des petites chasses aux liquidités au-dessus des résistances. Une fois que c'est fait, hop, on revient chercher un petit peu les niveaux qui sont en bas. Et puis ensuite, en général, on fait une résistance plus bas que la précédente. Et c'est ici que vous avez la cassure en fait du bear flag. Et en général, la trend line que vous voyez ici, vous la voyez. Hop, je vous la trace comme ça. C'est de la théorie, hein, bien sûr, mais c'est comme ça que ça se passe vraiment. Vous avez le pullback et ensuite, en général, ça dégueule et on vient chercher plus bas. Voilà le type de pattern que vous avez sous les yeux. Il y a quand même des chances qu'on soit dans ce type de structure. Donc pour l'instant, on attend de voir le pullback sur la trend qui est ici. Mais je vous dis, les probabilités qu'on puisse casser ça pour revenir chercher plus bas, c'est quand même quelque chose de possible. En sachant très bien qu'on a quand même des achats et qu'à mon avis, on est quand même très très proche d'essayer de trouver du rebond. Donc à voir, pour moi, c'est un bear flag, c'est vraiment ce type de structure qu'on voit. J'attends, voilà. Avant de me positionner en swing, moi j'attends qu'on revienne chercher la base qui se situe là. Je précise que pour rentrer en swing, on met pas son ordre sur la mèche, hein. Les liquidités, c'est plus bas. Ça, c'est une erreur que je faisais au début. Je mettais mes ordres sur la mèche. Non, les liquidités sont, en général, on vient chercher un peu plus bas. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on attend de voir ce type de structure. Pour résoudre ça à la hausse, de toute façon il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut vraiment qu'on ait une extraction haussière très forte avec du momentum et du volume. Et dans ces cas-là, on n'est plus dans le scénario d'un bear flag, on s'échappe vraiment d'une structure et là ça devient haussier. Mais ça, on est censé le voir également en daily. Je vous rappelle que, alors c'est immonde, on va remettre les moyennes mobiles. N'oubliez jamais que, hop, je vais remettre ça comme ça, c'est vraiment la moyenne mobile qui nous donne le tempo ici. Donc si on veut vraiment une cassure haussière, on doit vraiment repasser au-dessus, mais pas en trisotant, hein. Je veux pas un petit truc comme ça, hein. Faut vraiment qu'on vienne chercher beaucoup plus haut, qu'on ait une vraie cassure. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc les statistiques, pour moi, elles se situent dans cette zone-là. Voilà, elles se situent dans cette zone-là. Je pense que pour moi, les statistiques sont nettement plus importantes dans ces niveaux-là. Donc si ça y va, très bien, je serais content, j'aurais une position. Les trades en daily comme ça sont hyper rares, hein. Le dernier, vraiment, il était ici, quoi.
Donc il était en mars dernier. Donc oui, si ça se présente, je le prends. Il se passe quoi là? Alors, je sais que ça dégueulait un peu ce matin sur. Ça a dégueulé ce matin sur le Nasdaq. J'ai pas trop compris. 6Hetzer m'a dit, donc un copain sur BitLearn, il avait l'air de me dire qu'il y avait des ventes sur une entreprise américaine. Je sais pas trop, il faudrait que je retourne voir, mais il m'a parlé de ça. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu tous les marchés qui dégueulent là, non? Donc, et l'or a repris de la valeur, j'ai l'impression. Et sur ETH. Sur ETH, on est exactement dans le même type de scénario. Alors, Ether, paradoxalement, je trouvais que sur les dernières semaines, c'est Oracle. Ok. C'est possible, ouais. Donc on doit casser plus bas pour pouvoir remonter tout ce monde. Exactement, Anthony. Je te dis pas qu'on doit le faire, hein. C'est souvent ce qui se produit. C'est-à-dire que, tu sais, les pattes. Alors, pareil, ça c'est souvent. Quand on fait de l'analyse technique et du trading, c'est quelque chose d'assez peu compris. Très souvent, quand vous mettez une analyse technique qui ne se produit pas, les mecs t'attrapent au cou et tout. Mais en fait, c'est une question de win rate, en fait. C'est une question de risk-reward, c'est une question de probabilité. Et les probabilités qu'on aille chercher plus bas avant d'avoir quelque chose de très haussier, c'est des probabilités qui sont vraiment fortes. D'accord. En général, c'est vraiment comme ça que ça se produit. C'est pour ça que vous avez l'impression, quand vous tradez, quand vous essayez de trader, c'est pour ça que vous avez l'impression que le marché fait le contraire de ce que vous voulez faire. Ça monte, vous rentrez, ça baisse. Vous voyez, il y a toujours ce. Non, les marchés sont extrêmement efficients et pour avoir quelque chose de très haussier, on doit avoir quelque chose de très baissier. C'est-à-dire que voilà, on vient chercher des liquidités, on exécute de la liquidité. Les marchés exécutent de la liquidité. Et donc, s'il y a de la liquidité qui se situe plus bas, par exemple ici ou ici, le marché ira les chercher avant d'aller chercher plus haut. Parce que c'est très intéressant ici. Vous avez des commissions, vous avez des millions qui attendent sagement, des poches de liquidité. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ici, vous avez eu une méga mèche du démon. C'était pas pour vous faire plaisir. C'est qu'ici, il y avait des intérêts qui étaient. Excusez-moi pour le tasse. Il y avait des intérêts qui étaient monstrueux. Enfin, vous regardez la carte des liquidités. On n'est pas venu là ici pour faire joli. C'est vraiment, il y avait il y avait de l'exécution. Et là, vous voyez toute l'exécution qui attend en hauteur. Si vous regardez la verticalité, je sais que ça peut paraître bizarre comme ça. Vous allez vous dire, il est taré. Mais les 130 000 là, il n'y a pas un monde où on ne vient pas les chercher. Je veux dire, on va revenir les chercher. Je ne sais pas quand, mais il n'y a pas un monde où ces trucs-là, ça reste là-haut et voilà. Mais pour ça, on doit vraiment exécuter tout ce qui se situe plus bas parce que c'est ce qui est là, juste sous nos pieds, en fait. Donc les marchés sont efficients, ils vont pas s'amuser à aller monter là-haut pour redescendre là-bas. Non, tout ce qui est là, très bien, on attend là, on accumule les trucs, on vient les chercher, puis ensuite on ira chercher tout ce qui se situe là-haut, d'une traite comme ça, sans laisser le temps de souffler. Et c'est précisément quand on va commencer à revenir chercher les poches de liquidité que les mecs vont vouloir se positionner à l'achat sur la TH. Et c'est là qu'on va se faire de nouveau éclater, en fait. Parce que je ne serai absolument pas acheteur sur les 130 000. Moi, je serai vendeur, en fait. Euh, Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Après, moi, ça devient naturel. J'achète sous des creux, j'achète sous des supports et je vends au-dessus de résistance. Mais ça a été un processus qui m'a pris des années, hein. Vraiment. En dessous de 80K, il ne reste pas grand-chose en liquidité. Ouais, bah là, ça se voit. Tu vois, je te dirais que le gros du gros, il se situe quand même au-dessus, hein. Non, je pense que c'est. Je pense qu'il n'y a pas. Oui, tu trouveras toujours des liquidités plus bas. Mais il y a un moment donné, ça aurait peu de sens pour moi d'aller descendre trop bas. Enfin, il y a un moment donné, tu vois, si on va pas laisser tout ça là-haut. Donc il n'y a pas un monde. Même là, tu vois, regarde, euh, toutes les liquidités qui se situent à 100 000, on ne les a pas touchées. Le marché a décidé de ne pas aller les toucher. On aurait pu les exécuter et on aurait pu partir. Donc, à mon avis, c'est du piège, voilà, c'est juste des pièges. Donc, on va sûrement revenir chercher plus bas, mais ces trucs-là vont s'épaissir en fait de plus en plus. Parce que si on revient plus bas, là, les mecs vont commencer à reprendre des shorts. D'ailleurs, on le voit. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous parle de swing, je vous parle de noter la divergence daily que je vous ai montré tout à l'heure. Prenez une capture d'écran, mettez ça de côté et vous retournerez voir ce truc-là dans quelques semaines et vous verrez un petit peu ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant. Mais ici, ce qu'on voit, c'est quoi? Un open interest qui dégonfle, un funding qui diminue. Donc ça veut dire que les mecs sont de moins en moins haussiers sur les niveaux qui sont là. C'est parfaitement ce qu'on veut voir. Pour prendre une position swing en daily, c'est exactement ce que je veux voir. Un funding qui baisse, un open interest qui dégonfle, ça veut dire qu'on a de moins en moins de positions sur les marchés. Et puis un BTC qui trisote sur ces niveaux-là et qui essaie de nous faire des structures de continuation et tout. C'est parfait en fait. J'aurais pas été rassuré si ici on avait un funding complètement éclaté, qu'on revenait chercher des niveaux. Non, pour l'instant c'est très bien. C'est exactement le comportement attendu sur ce type de support. Donc on reste tranquille. Je suis pas allé voir. Je suis pas sûr qu'il y ait des masses d'inflow. On va regarder ça. Il y en a un petit peu, ok, c'est pas incroyable, mais je regarde, vous voyez, je regarde les données en direct, je regarde pas ça tous les jours.
Ok, on a un petit peu de... On a un peu d'inflow sur Ether, c'est pas non plus incroyable. Un peu d'outflow, donc vous voyez, c'est léger pour l'instant. Je vous dis, le gros du gros, il s'est vraiment... Les gros outflows massifs se sont quand même faits sur ces niveaux-là. Et il y a de grandes chances que ce soit défendu, hein. C'est ce que je pense en tout cas. Posez toutes les questions que vous avez maintenant, et puis j'y réponds. J'y réponds. Alors, je lis les questions. TH, il y a une grosse ligne à 2700. Ouais. Alors, Ether, ouais, j'ai pas fini tout à l'heure. Ethereum, plus solide que BTC. Voilà, plus solide que BTC, plus strong. Donc, à suivre, affaire à suivre. En tout cas, les dernières semaines, c'était le cas. Déjà, apprendre à aller ouais, c'est exactement ça, Loïc. Apprendre à aller contre ces biais, ça prend un certain temps en investissement. Tout le monde le sait, mais dans le moment, c'est pas si facile. Ouais, puis en trading, c'est encore pire. Parce que même un trader expérimenté, il est toujours confronté à ce genre de truc. C'est très très dur. Donc déjà, éviter de faire du contre-tendance. Vous voyez, faut vraiment... Puis pareil, enregistrer le maximum de structures, de patterns, comprendre comment fonctionnent les marchés, ça prend du temps, hein. Vraiment, ça prend des années, hein. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter. Vous pouvez pas, même si vous prenez des formations pour vous former, etc., c'est pas suffisant. Les PDF, les vidéos, je le répète sur BitLearn, c'est pas suffisant. Vous pouvez pas vous former juste avec 3 PDF, c'est pas possible ça, hein. Ça prend vraiment le processus prend des années. C'est pour ça que j'ai mis en place sur BitLearn un multijoueur, etc., pour que vous puissiez trader en fait, hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Aller contre ces biais, c'est presque contre nature. Enfin, c'est presque un truc contre nature. Oui. Donc ici, voilà, on est patient. Il ne faut pas avoir peur de ce type de structure. Il ne faut pas paniquer si on revient dans ces deux zones. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait plutôt des... Moi, je m'attends à ce qu'on ait des positions acheteuses sur ces niveaux-là. Alors, on verra, hein. On verra un petit peu. Alors, ouais, les moyennes mobiles que j'utilise, là, je peux même te dire pourquoi je les utilise, pourquoi celle-ci en particulier. J'utilise 2 moyennes mobiles qui me conviennent très très bien. Alors, certains utilisent les rubans, comme ça, ils ont toutes les moyennes mobiles. C'est bien aussi, hein, comme ça, au moins, tu as un peu de tout. Moi, j'utilise principalement 2 moyennes mobiles. Vous avez TradingView, comme ça, vous pouvez vous les mettre, hein, si vous voulez, puis je vous explique. J'utilise une moyenne mobile 200 et j'utilise une moyenne mobile 40 en fait. Donc la 40 et la 200. Pourquoi j'utilise ces 2 moyennes mobiles? Elles me donnent des signaux qui sont très intéressants sur différents intervalles de temps. La moyenne mobile rouge, qui est une moyenne mobile 40, ça veut dire qu'elle va prendre que 40 périodes. Donc vous voyez, quand le prix va baisser comme ça, la moyenne mobile, elle va descendre beaucoup plus vite que la 200. C'est normal, elle prend les 40 dernières périodes. Donc elle va suivre beaucoup plus rapidement la volatilité de Bitcoin. Ça c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir le sens de la tendance court terme. Vous voyez, court terme, on voit bien qu'elle colle le prix. Quand c'est quelque chose d'haussier, on voit vraiment que le prix se sert de la moyenne mobile comme support. Il la suit. Quand c'est baissier, c'est plutôt le contraire. Il sert de résistance. Et la moyenne mobile, en fait, 200, elle me donne les mouvements long terme. Elle me permet, comme ça, en un coup d'œil, ça me permet de savoir si on est sur quelque chose de très baissier ou de très haussier. Par exemple, sur tout ce cycle-là, on voyait qu'à chaque fois, on est vraiment resté au-dessus de la moyenne mobile 200. La jaune. Donc la moyenne mobile 200 me donne quasiment systématiquement tous les bottoms. Et c'est pour ça qu'ici, je vous ai dit, putain, c'est pas ouf, parce que pour la première fois de ce cycle, on est repassé sous la moyenne mobile 200. Et ça, c'est un signal extrêmement baissier. Extrêmement baissier. Donc, j'utilise ces 2 moyennes mobiles dans tous les intervalles de temps. Exemple, la 40, je vais plutôt m'en servir en weekly. Et cette fois-ci, je vais enlever la 200. Je vais enlever la 200. Et sur du weekly, la moyenne mobile 40, cette fois-ci, va me servir va me servir pour la tendance. Oui, mais c'est à force de les utiliser. C'est comme ça que je les utilise. Et on voit très bien que sur du weekly, à chaque fois, on voit que le prix s'est posé sur la moyenne mobile, tu vois. Pas là. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'au passage, j'arrête pas de vous dire, je vois pas pourquoi on reviendrait pas chercher ce niveau-là. Parce qu'on a ce gap là qui se construit tranquillement. Tant qu'on continue à le travailler, il n'y a pas un monde où on ne revient pas chercher ce niveau autour des 100 000. Voilà. Donc, je t'ai répondu. 40 et 200, mais attention, je les utilise pas de la même manière en fonction des intervalles de temps. C'est pour ça que souvent tu me vois switcher de l'une à l'autre. Mais elles sont précises et elles font le café, hein. À savoir que tu paramètres tes moyennes mobiles en fonction de l'actif que tu trades. Voilà, donc en fonction de ce que tu vas faire. Le matin, quand je scalpe, je suis sur du tick et j'utilise pas de moyenne mobile 200 par exemple. Mais j'utilise toujours ma 40. Et elle, je l'utilise quasiment dans tous les intervalles de temps. Parce qu'elle fonctionne très très bien. Voilà pour le petit cours sur les moyennes mobiles. J'espère que ça a répondu à la plupart de tes questions. Le prix du BTC dépend au final uniquement de l'offre et la demande. Oui, si trop de ventes, le prix baisse et si achat élevé, hausse. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que, effectivement, l'offre et la demande, c'est le carburant principal.
C'est-à-dire que si tu as énormément d'achats, bah, effectivement, oui, le prix va prendre de la valeur. Exemple, si tu as énormément de personnes qui commencent à rentrer en longue, bah, forcément, ça va exercer une pression acheteuse sur le prix. Et donc, on va avoir quelque chose qui va prendre de la valeur. Mais attention, derrière, tu as une espèce d'arbitrage qui va se faire entre le spot et les perpétuels, donc les effets de levier, etc. Et c'est souvent là que tu peux avoir des arbitrages assez violents qui peuvent se faire, notamment quand on vient, bah, comme là, tu vois, c'est-à-dire quand on avait ici, tu vois ici par exemple, c'est pas les achats spot qui manquaient, hein, on le voyait, on n'avait même pas du FOMO, mais on avait quand même énormément d'achats sur ces niveaux-là. Mais après, ce que tu dois savoir, c'est que sur certains niveaux clés, au-dessus de résistance d'ailleurs, c'est ici que tu peux rencontrer des volumes vendeurs assez forts pour plusieurs raisons. Un, les mecs, les institutions, etc., les hedge funds, etc., elles savent très très bien prendre des profits au-dessus des résistances. Donc ici, tu peux trouver des vendeurs, enfin, tu peux trouver des vendeurs. Et deux, tu as les échangeurs qui, à mon avis, ils mettent un peu leur nez et poussent un petit peu aussi les prix pour aller déclencher les ordres de liquidation. C'est scandaleux la mèche qu'on a eue là, mais je pense que les échangeurs, enfin, tu vois, je veux pas rentrer dans le complot, mais honnêtement, ça a été très très bien orchestré. Donc oui, le prix est drivé par l'offre et la demande sur le temps long, c'est-à-dire sur des grandes intervalles de temps. Par contre, sur des intervalles de temps plutôt courtes, c'est-à-dire du daily, hein, typiquement, je te dirais que la spéculation et les poches de liquidité sont davantage sollicitées. Exemple, est-ce que, ce serait intéressant que tu regardes des vidéos sur l'algorithmie et sur les bots de trading. Je vais vite fait vous le montrer. Là, c'est comme si, voilà. Admettons que, admettons que le prix se situe par ici, tu vois. On a une poche par exemple qui se situe là, on a une poche de liquidité qui va se situer là. Le prix, en général, il a tendance à faire ça. Il vient chercher les liquidités, il vient corriger et il repasse sous le support. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que le prix fait le contraire de ce que, vous pensez. Le prix monte, vous dites bah, c'est génial, j'achète, bim, on vient chercher sous le support. Sous le support parce que précisément sous les supports, c'est là que vous rencontrez, c'est là que vous avez des liquidités et des mecs qui ont mis les stops. Et pareil au-dessus des résistances. Puis là, vous vous dites bah ça va descendre. Là, vous avez les shorters qui ont pris de nouveau des poches, enfin, qui ont pris de nouveau des shorts au-dessus de la résistance, là, très bien. Bah, le prix va faire ça. Il va venir d'abord chercher tous les mecs qui ont commencé à rentrer ici, hop, puis ensuite le prix va faire ça. Et vous dites, putain, c'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Le truc descend, je vends là, ça remonte là-haut. Non, le prix est drivé comme ça. Donc, systématiquement, voilà, si le prix voit de nouvelles de poches, il va venir chercher, puis ensuite il va revenir chercher plus bas. Et là, ce que vous voyez, c'est exactement les structures que vous pouvez retrouver. Parce que les marchés aujourd'hui sont vraiment énormément automatisés. Euh, C'est-à-dire que ça, vous êtes obligé de l'apprendre en fait. Je pense que j'en ferai des cours sur BitLearn, je vous mettrai des vidéos avec des bots de trading qui tradent en direct pour que vous compreniez comment fonctionnent ces algorithmes, quoi. Parce qu'en fait, vraiment, vous êtes capable de trader à l'aveugle des fois quand vous comprenez comment ils fonctionnent. Donc ouais, les algorithmes fonctionnent vraiment comme ça. Ils chassent la liquidité, ils sont faits pour ça. Les marchés aiment le faire. C'est le but premier des marchés, c'est d'abord de vendre et d'acheter. Donc ils exécutent le maximum de transactions. Sinon, ce ne serait pas intéressant pour eux, tu vois. Là où il y a le plus de transactions, et je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est la définition même des marchés. Les marchés, leur but premier, c'est d'offrir des actifs qui peuvent se vendre et s'acheter, et c'est d'exécuter le plus de liquidités possible. Et c'est pour ça que vous avez souvent des mouvements qui sont anarchiques, que vous ne comprenez pas. Quand vous achetez, le marché baisse. Quand il baisse, vous vendez, il se met à monter, parce qu'il fait précisément ce que la majorité des personnes font. Ils viennent taper les poches de liquidité. Et on n'y échappe pas ici sur BTC. Regardez ce qui se passe. Regardez simplement, vous enlevez tout. Regardez, on va se mettre en daily, c'est pas mal. Il vous suffit juste de regarder un petit peu ce qui se passe, vous enlevez ça, vous enlevez le RSI, vous enlevez tout, voilà, vous mettez juste la courbe et vous regardez ce qui se passe là. Regardez, vous l'avez le truc, hein. C'est-à-dire que hop, là on a une petite résistance, là on a un petit support. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu chercher tout ce qui se situait au-dessus de la résistance qui est ici. Ensuite, hop, il est revenu chercher. Regardez, on va faire comme si on. Voyez, comme vous allez comprendre. Hop, le prix vient chercher les mèches ici. Mais regardez, vous croyez vraiment que c'est un hasard de venir chercher la mèche là à 3 pips près, quoi, sans déconner. Donc là, c'est typiquement de la chasse. Que fait le marché après? Il revient chercher toutes les résistances qui se situaient au-dessus, il exécute de la liquidité. Là, vous avez de nouveau des poches qui vont se mettre dessous. Le marché revient les chercher derrière. Puis une fois qu'il a niqué absolument tous ceux qui étaient là-bas dessous, hop, on revient chercher toutes les liquidités qui sont au-dessus. Et c'est vraiment, si vous arrivez à observer ça, sans indicateur, sans information, juste regardez, ça fonctionne vraiment comme ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment la base en fait. Je pense que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de comprendre comment les prix. Voilà, regardez là.
Vraiment, vous avez la petite mèche qui se situe là, très bien. Hop, on revient la chercher une dernière fois, ici. Qu'est-ce qu'on vient faire derrière? On vient rechercher la mèche qui se situe là. Mais vraiment, on vient la chercher, oui, on dépasse juste un petit peu. Puis ensuite, hop, on revient chercher tous les mecs qui étaient là-bas dessous. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein. Très intéressant. Bah ouais, c'est vraiment un truc. Mais ça, c'est des années de pratique. Pour comprendre ça, moi, j'ai mis des années. Au début, un peu comme tout le monde, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Tu vois, là, en plus, les gens raisonnent, les particuliers qui sont pas habitués à ça, ils vont raisonner pas bêtement, j'aime pas dire ça, tu vois. Ils vont raisonner naturellement. Ils vont se dire, tiens, là, il y a un support. Bah, si on casse le support, c'est ce qu'on vous apprend dans des formations d'analyse technique. Bah, si on casse le support, je prends des ventes. Mais non, en fait, c'est le pire truc à faire. Moi, les supports, j'attends qu'on casse dessous et je prends des achats sous support. Précisément pour les raisons que je vous ai dit. Et c'est là que vous trouvez les trades les plus intéressants. Donc, cassure de support, bah, la plupart des gens vont vous dire on a cassé le support, c'est la merde, etc. Mais non, en fait, justement, c'est là qu'on va trouver. C'est là que nous, on veut se positionner. Tu vois. Et à contrario, quand on passe au-dessus d'une résistance, c'est là qu'on veut vendre. Donc les supports qui cassent, pour moi, c'est pas des choses qui se vendent. À moins d'avoir des vrais signaux, genre on casse ce support comme ça, on vient faire un pullback et là, souvent il y a une moyenne mobile qui passe comme ça et là on se fait rejeter, on descend plus bas. Donc, mais c'est intéressant de rentrer dans le détail de tout ça. Moi j'aime beaucoup, là c'est pareil, tu vois, regarde, si tu vendais le support qui est là, ok, là on le voit bien, tu as ton petit support là, je vais te le tracer, on le voit, hein, c'est un beau support. Tu pourrais même prendre le volume profile, tu aurais quelque chose qui te donnerait un prix, je sais pas, tiens, je vais vous le faire là, volume profile, il est là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que c'est celui-là. Si on prend ça, hop, voilà, tu vois, le support se situe là, sur les 117 000. Très bien. Tu vends la cassure, mais derrière, tu as une putain de réintégration. Tu vois, on vient vraiment chercher la mèche qui se situe là. Puis derrière, bah ouais, c'est génial. Si tu n'as pas TP, tu te fais juste détruire en fait. Le prix revient chercher bah, la mèche qui est située là. Donc, faut faire très attention à ça. C'est des experts hein, pour vous baiser la gueule, il faut le savoir. Hein. Et moi, je me suis fait suffisamment baiser la gueule pour maintenant essayer du bon côté de la chose. Et ça m'arrive toujours de me faire niquer au passage. Hein. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Tu vas reprendre un spot à combien sur BTC? Le spot, j'en reprends pas. Pour l'instant, j'ai déjà repris autour des 80 000 $. Donc pour l'instant, j'attends. J'attends les 100 000, j'attends les 115 000 pour éventuellement me délester un petit peu. Mais les achats, non, c'est bon, j'en reprends pas. J'en reprends pas. Sinon, ce sera. Si je devais vraiment repasser des achats sur BTC, ça se ferait ici. Regardez. Tac, je vais virer tout ça. Je ne sais pas si on y reviendra. Mais vous voyez, là, bah justement, le support qui se situe là. Si toutefois on a un travail qui se fait au-dessus et qu'on revenait à passer sous le support, il n'y a pas un monde où cette zone de prix là, c'est pas un bottom en fait. Encore une fois, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire sur les supports qui cassent. Si on casse ce niveau-là, alors qu'on a des chances de revenir le travailler ici, il n'y a pas un monde pour moi. Hein, c'est pas un méga piège de la merde. Je pense que ça, c'est un méga piège. Si vraiment on fait, je sais pas, on vient travailler ça, on revient un peu là-haut, puis on se fait rejeter, on revient chercher sous le support là, pour moi, c'est ça qu'on va avoir derrière. Je peux pas me dire qu'ici, là, on s'y installe durablement. Je peux pas l'envisager, en fait. Je n'y crois pas. En plus, on a tout, là, je vous l'ai déjà dit. Hein. L'épaule, la tête, l'épaule. Ça, on spécule, on n'est absolument plus dans les projections. Voilà. Mais si on a ce type de structure, tout le monde va les voir. Tout le monde va shorter cette merde, là. Oh putain, épaule, tête, épaule, beer flag. Allez, c'est bon, beer market pendant 3 ans. On passe dessous, il n'y a pas un monde où on nique tout le monde derrière. Et d'ailleurs, on pourrait revenir chercher là-haut. Non, vraiment, hein, je vous le dis comme je le pense. C'est des structures que je vois, vraiment, ça me parle. Je sais pas si on fera ça, mais ouais, c'est typiquement des structures ici qu'on peut observer. Si on revient là, donc pour répondre à ta question, autour des 60 000 $ me paraît être une localisation intéressante pour acheter du spot. Ça, c'est évident. Si on va là-dedans, je veux dire, il n'y a pas un monde où j'en rachète pas. Hein. Et qu'on descende sous le support qui est là, j'en ai rien à foutre. Hein. Ici, sur du long terme, je vois pas comment. Enfin, il n'y a pas un monde où c'est hyper intéressant. Et je crois pas qu'on ait un top sur ce cycle. Je crois que le top qui est là, on va revenir le chercher. Soit avant de casser ce support-là, c'est-à-dire là, on revient là-haut, finalement on fait ça et on vient chercher un triple top. Scénario possible. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les liquidités. Alors attendez. Soit on revient comme ça, on vient chercher le triple top et on a un triple sommet comme ça et derrière il n'y a pas un monde où ici on dégueule.
Ou alors on fait l'épaule, tête-épaule, comme ça, un truc à la con comme ça. On vient casser le support, qu'on ne viendra pas casser tout de suite. Parce qu'en général, les supports, on les teste au moins 2 fois. Un support, ça tient deux fois en général. Et la troisième fois, vous vous faites déchirer. Et puis derrière, je vous dis, on vient chercher tout ce qui se situe là. Et puis derrière, vous avez un truc comme ça. Et alors là, personne ne verra rien, personne ne comprendra rien. Et on vient chercher là-haut. Scénario, ouais, c'est possible. Vraiment, je vous le dis, c'est possible. J'écarte absolument pas. C'est pour ça que je vois pas comment je peux être vendeur ici. Donc même si, vous voyez, même si l'achat DCA, j'en ai passé un ici sur les 80 000, si j'ai pas eu le temps de le vendre sur les niveaux qui se situent là, bah, ça reste un très bon point d'entrée parce qu'au pire, on trouvera le bottom par ici, tu vois. Donc si je reprends un achat ici, c'est-à-dire que ma moyenne se situe là, à 75 000, c'est pas... Tu vois, j'ai vendu ici, moi. Donc en fait, si je rachète là, ça me fait un ordre moyen ici, c'est pas mal. À peu près. Vous voyez comment je raisonne. Bon, je pense qu'on a parcouru BTC en long, en large, en travers. J'espère que vous avez appris des trucs. Je pense que c'est intéressant, des lives comme ça, où on rentre un peu dans le détail et tout. Donc bon, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer, je pense, un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'ayez pas trop peur sur les niveaux actuels. Je sais que sur Twitter, ça va dégueuler, les mecs ils vont commencer à pleurer et tout. Mais je suis pas particulièrement inquiet là. Hein. Oui, on a cassé quelque chose, oui, c'est baissier et tout. Mais je m'attends moi perso à ce qu'on revienne chercher les bas. Si on vient les chercher, je pense que c'est pas. Je serais pas inquiet. Hein, si on les casse, on descend. Voilà, qu'est-ce que je vous dise. Mais pour l'instant, je suis pas dans ce. Je suis dans le scénario acheteurs qui vont se positionner sur les 80 000 pour moi. Vraiment. Hein. Et si en plus on a du FUD, de la peur, qu'on a un funding qui commence à dégueuler, à devenir négatif et tout, ouais, je pense on sera peut-être mûr pour essayer de combler au moins une partie du vide qui est ici. Je vous le dis, une partie du vide. Regardez bien ce qui s'est passé à l'époque, je vous l'avais déjà dit, mais qu'est-ce qui me fait. Voilà, je vais virer tout ça. Les actifs ont horreur du vide. Regardez ici, vous souvenez, le vide qu'on avait là. Ça, c'était BTC en mars 2025. Et je vous l'avais dit, je vous ai dit, mais tout ce qui traîne là-haut, pourquoi on va pas venir les chercher ça s'est fait, hein. Ça s'est fait, on est revenu les chercher. Donc vraiment, hein, si on vient travailler cette zone-là et qu'on laisse de l'espace ici, il va se passer des choses. Bon, je vous souhaite de passer un bon week-end et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde, salut.